Mardi 9 octobre 2018, messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ces 19h45 de la télévision Labari. Nous accueillons ce soir sur ce plateau monsieur Victor Akessi. Il est le directeur général de l'établissement SKE. Monsieur Akessi, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de la télévision Labari. Merci. Alors, le temps de revenir à vous suivant ces quelques actualités. Ouverture d'un atelier de formation en management des membres du bureau exécutif national et des responsables des bureaux exécutifs des structures membres et partenaires du ROACEN. 3 jours durant, les participants vont accueillir des nouvelles connaissances pour un bon management de leur activité. Arieta Salah et Chebou Gisso. Combler les insuffisances dans les activités qu'ils mènent dans leurs ONG et associations, tel est l'objet du présent atelier de renforcement des capacités des membres et partenaires du ROACEN en management. C'est une formation financée par Gavi Alliance à travers OAFRES. Ce renforcement des capacités aujourd'hui couvre la thématique du management. Donc il doit nous permettre, et en tant que leader de nos structures, de savoir comment gérer, comment conduire les activités, puisque un leader, c'est quelqu'un qui doit savoir montrer la voie. Et pour montrer la voie, il faut disposer de capacités suffisantes en management pour pouvoir cerner tous les contours des activités que nous menons. Et ce renforcement des capacités, peut-être il faut le rappeler, fait suite à un projet. Le secrétaire général du gouvernorat de Niamey a salué cette initiative du ROACEN. La cartographie des ONG et associations du secteur santé menée par le ROACEN grâce à un appui financier de l'OAFRES a révélé des besoins en renforcement de capacités des organisations membres et partenaires dans divers domaines. Or, sans ressources humaines de grande qualité, les ONG et associations ne sauraient conduire des projets significatifs pour le développement de notre pays. C'est pourquoi la vision du ROACEN d'accompagner ces organisations membres et partenaires à bien exécuter leur activité vient à point nommé. Des exercices comme celui de ce matin permettront sans nul doute à nos ONG et associations locales de disposer d'un personnel dynamique et proactif capable d'assurer une gestion efficace de leurs tâches quotidiennes. Les autorités de la région de Niamey, par ma voix, saluent cette belle initiative du ROACEN et souhaitent davantage voir l'adhésion des organisations au partage de bonnes pratiques dans divers domaines dont la vie associative. 3 jours durant, les membres et les partenaires du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger, ROACEN, vont acquérir des connaissances leur permettant une gestion efficace de leurs tâches quotidiennes. Procès ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey des 15 agents licenciés par la CNPC pour faire de grève en décembre 2016. Le délibéré est prévu pour le 6 novembre prochain. Nafissa Touzakou et Sadou Doumi. C'est suite au refus d'obtempérer à la décision du Conseil d'État qui a ordonné la réhabilitation des 15 agents, notamment des délégués des travailleurs de la CNPC, licenciés pour faire de grève en décembre 2016, que le syndicat des travailleurs du secteur du pétrole a attaqué en référé. Le procès a eu lieu ce mardi. On vient de plaider le dossier après un renvoi la semaine passée de 2 semaines, donc nous venons à l'instant de le plaider. Mais ce qui est important dans ce dossier, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'un refus d'exécution d'une décision de justice par la CNPC. Aujourd'hui, il y a la décision du Conseil d'État qui est devenue définitive, que la CNPC refuse d'exécuter. Donc c'est pour cela que nous avons saisi le juge des référés pour que le juge ordonne à la CNPC la réintégration de ces délégués qui sont injustement licenciés depuis 2016. Il n'y a aucune base légale aujourd'hui sur laquelle la CNPC se base pour refuser leur réintégration. Aucune base légale. Donc il faut que la CNPC vraiment arrête de défier les lois et règlements de la République du Niger. Les 15 personnes licenciées doivent encore attendre 4 bonnes semaines car le délibéré est prévu pour le 4 novembre
prochain. Ils étaient sortis ce matin, les membres du syndicat national des travailleurs de l'électricité, de la plomberie, Centraep, pour dénoncer la situation à laquelle fait face ces militants. Le résumé avec Asma Osedou et Ibrahim Abdou. Dénoncer les difficultés auxquelles sont confrontés les militants du syndicat, objet de cette colère des membres du syndicat national des travailleurs de l'électricité et plomberie, Centraep, un syndicat qui veille aux intérêts de leurs militants. Le véritable problème auquel nous sommes confrontés, c'est la concurrence. C'est une concurrence, si je peux l'appeler déloyale. Pourquoi déloyale? Parce que nous sommes là, même si c'est des papiers qu'ils exigent, des papiers législatifs, nous en avons. Ils ne nous ont jamais demandé. Et on va voir que peut-être nous ne sommes pas bien structurés, nous ne sommes pas bien organisés. Si, on est organisé. Ce qui se pose, le véritable problème, c'est que je ne sais pas, c'est le manque de confiance en soi, ceux qui n'ont pas confiance aux ouvriers locaux. Ou par crainte que peut-être les ouvriers locaux, ceux qui sont les nationaux, vont les dénoncer. Dénoncer par rapport à quoi? Nous ne cherchons qu'à travailler. Bientôt dans 2 ans ou 3 ans, il y aura les enfants qui sont en formation à Zender, un peu partout dans le Niger, qui seront sur le marché. Ces enfants vont manquer d'emploi. Ils vont chômer, ils vont venir grandir, accroître, grandir le nombre de chômeurs ici au Niger. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de travail pour eux. Les seuls gens qui vont les canaliser à trouver le travail n'ont pas de boulot. N'ont pas de boulot, pourquoi? Parce qu'on ne leur donne pas. Au Niger, ça ne manque pas de boulot. Moi, je suis dans le domaine. Les gens construisent, les bâtiments poussent comme des champignons. Mais allez-y faire le tour vous-même. Faites des enquêtes, vous allez voir ce que les ouvriers qu'on utilise. C'est un manque à gagner pour le pays. Le Centraep lance cet appel à l'endroit des autorités et de ses militants. On a toutes les formations. On a ceux qui ont été formés à Abidjan, on a ceux qui ont été formés à Lomé, on a ceux qui ont été formés au Bénin, sans compter les centres qu'on a au Niger. Nos appels à l'endroit des entrepreneurs, on leur dit de se contenter avec les Nigériens. À l'État, un soutien de toutes sortes. Parce qu'il y a des lois que l'État l'a imposées, ce sont les Nigériens qui les suivent. Par exemple, le papier NIF là, c'est les Nigériens qui l'ont. Les Béninois, ceux qui sont Béninois ou Togolais, ils n'en ont pas. Ils parlent de millions de chantiers de millions. Pourtant, le Nigérien, lui, il peut signer qu'il n'a pas de travail. Certes, l'État doit soutenir les jeunes dans leurs activités, mais les jeunes ne doivent pas aussi perdre de vue qu'ils doivent faire un travail de qualité afin d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Je l'ai annoncé en début de cette édition, nous avons comme invité ce soir M. Akessé Victor. Je rappelle qu'il est le directeur général de l'ESCAE. M. Akessé, je reviens à vous. Oui. C'est quoi l'ESCAE? Oui, ça va, l'ESCAE, oui. C'est quoi l'ESCAE? Présentez-nous l'ESCAE. L'ESCAE est un établissement d'enseignement supérieur privé bâti sur une superficie de 7500 m², avec 3 amphithéâtres, 30 classes climatisées, d'une capacité de 50 places chacune, une cafétéria, un terrain omnisport pour faire le basket, le handball et le maracana, et par-dessus tout des bus de ramassage gratuits pour les étudiants. Donc voici comment est composé l'ESCAE qui a été inauguré depuis 2003. Donc cela fait maintenant 15 ans que nous existons. L'ESCAE, c'est École de S? École supérieure de commerce et d'administration des entreprises de Niamey. Alors quels sont les atouts de l'ESCAE? Les atouts de l'ESCAE, c'est nos diplômes. Nous avons 11 diplômes reconnus à l'échelle internationale. 9 diplômes reconnus par le CAMES. Tout le monde sait ce que c'est que le CAMES. Et 2 diplômes reconnus par l'État français. Nous disons que nous sommes le seul établissement privé d'enseignement supérieur qui présente ces atouts. En dehors de l'ESCAE, aucune école n'a autant de diplômes reconnus à l'international. La reconnaissance à l'international est très importante puisque nous vivons dans un monde globalisé où nous avons
nous avons par exemple la BCAO, nous avons l'UMOA, nous avons la SDAO. Si aujourd'hui un Nigérien veut postuler à un poste, par exemple à l'UMOA, bien sûr, il présente un diplôme. Ce diplôme, il est reconnu sur le plan national. Mais on va lui demander un plus, c'est-à-dire qu'il faut que ce diplôme soit reconnu sur le plan international. Et c'est le CAMES qui reconnaît ce diplôme-là. Il y a 9 diplômes reconnus par le CAMES. Par le CAMES. Ouais. Alors, avez-vous des partenaires ou SKE fait cavaler ça? Mais depuis l'ouverture de l'SKE, nous avons des partenaires qui nous aident dans la formation de nos étudiants. Nous avons l'INTEC de Paris, c'est-à-dire l'Institut national des techniques économiques et comptables de France, qui est l'institut qui forme les experts comptables en France. Depuis 2004, nous sommes partenaires. Nous avons l'IAE de Bordeaux, avec lequel nous sommes en train de négocier le renouvellement du partenariat, parce que l'IAE de Bordeaux nous a pris déjà des étudiants en formation, une dizaine d'étudiants. Certains sont rentrés, d'autres sont restés en France. Et nous avons l'ISPED de Bordeaux, c'est-à-dire l'Institut de santé publique et d'épidémiologie, avec lequel nous formons les gestionnaires des hôpitaux. Et enfin, le partenaire majeur, c'est l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger, qui nous a confié la formation en anglais des auditeurs. C'est une marque de confiance énorme, parce que cela démontre la crédibilité de l'SKE. Cela démontre que sur la place, nous sommes leaders en matière de formation en gestion. Je voulais vous dire que ce sont nos diplômes qu'en mai et en juin, des centaines d'étudiants de toute la sous-région, et même au-delà, Cameroun, Tchad, viennent ici à Niamey chercher les diplômes de l'SKE de Niamey. En dehors de l'SKE de Niamey, aucune école, aucun étudiant de la sous-région ne vient chercher un diplôme d'une école du Niger. C'est l'SKE seul. C'est pour dire les atouts que nous avons. Sur le plan international, nous sommes implantés à Abidjan, nous sommes implantés à Ouagadougou, nous sommes implantés à Cotonou et bientôt l'ouverture du centre de Bamako. Voilà l'SKE. Alors, de l'innovation à l'innovation pour cette année académique, quelles sont les innovations à l'SKE? Les innovations, c'est que nous allons essayer de lancer le master de recherche. En fait, l'État nous a donné l'autorisation d'ouvrir ce master de recherche. Le master de recherche conduit au doctorat en gestion. Le problème, c'est qu'il faut trouver des professeurs. Et ce n'est pas donné. Donc nous sommes en quête de professeurs de rang magistral, c'est-à-dire des professeurs d'université, pour que nous puissions véritablement lancer ce master au bénéfice des étudiants du Niger. Voilà ce que nous prévoyons pour la rentrée 2018-2019. Alors, monsieur le directeur général, au vu de tous ces atouts, de tous ces partenaires qui disposent l'SKE, des innovations qu'il y a à l'SKE, est-ce que l'SKE est accessible à tous? Bien sûr, l'SKE est accessible à tous. La première année, nous sommes à 450 000. Quand vous avez des lycées sur la place qui font en troisième 750 000, 800 000, vous voyez que pour rentrer en première année de licence à 450 000, c'est donné. Ensuite, les masters vont jusqu'à 800 850 000. Ailleurs, vous avez des masters à 2,5 millions. Donc, nous sommes vraiment moins-disants. Et je pense que c'est accessible au portefeuille moyen du Nigeria. Nous avons des possibilités, effectivement, pour ceux qui ont des difficultés de prendre en charge un certain nombre d'étudiants. Quand nous voyons des cas sociaux, eh bien, nous prenons effectivement ces cas sociaux-là en charge. Alors, pour finir, monsieur le directeur, quel est l'appel que vous avez à l'endroit des parents d'élèves? Mais ce que je veux dire aux parents d'élèves, c'est que l'SKE existe depuis une quinzaine d'années. Nous avons fait nos preuves.
Nous avons donné à l'administration nigérienne des cadres compétents, aux entreprises nigériennes des cadres compétents, au cabinet d'expertise comptable des collaborateurs compétents. Je pense que les Nigériens doivent faire confiance à ce qui existe. Il ne faut jamais lâcher la proie pour l'ombre. Nous savons qu'il y a beaucoup d'écoles qui s'annoncent avec des diplômes énormes, mais au moins ils savent ce que c'est l'ESCAE de Niamey. Et ce que nous donnons et ce que nous faisons. Nos diplômes sont reconnus aussi bien par l'État du Niger qu'au niveau international. Et nous le disons, nous sommes les premiers à avoir 11 diplômes reconnus à l'échelle internationale. Et donc, les Nigériens doivent nous faire confiance et nous confier leurs enfants. Les collaborateurs, les travailleurs, les fonctionnaires connaissent ce que c'est que l'ESCAE de Niamey, parce que nous avons formé beaucoup de fonctionnaires, des gestionnaires de projets, au niveau de l'éducation nationale. Nous avons formé des instructeurs qui sont devenus des gestionnaires. Donc, nous dominons au niveau de la formation. Au Niger, nous sommes leaders. Voilà ce que je voulais dire. Merci, M. Victor Akissé. Vous pouvez rester avec nous pour suivre la suite de cette émission. Merci beaucoup à la Barry. Agressions, vols et même des meurtres, ces différentes formes de criminalité sont devenues monnaie courante dans la région de Niamey. Et cela depuis quelques temps. Cette situation d'insécurité dans la capitale a suscité ces dossiers de la part de Ismaël Moumni. Très bonne réception à vous. Recrudescence de l'insécurité à Niamey, malgré le démantèlement des réseaux de malfrats et l'électrification de certains axes, le problème persiste. Car c'est difficile qu'une semaine s'écoule sans qu'on puisse arrêter des cas d'agression ou qu'on découvre des cadavres et parfois couverts de sang. Ce qui crée du coup une psychose chez la population. Récemment, il y a quelqu'un qui me disait que en allant vers chez lui, donc il était sur sa moto, du coup, voilà, j'étais avec coupe-coupe. Par chance, c'est passé devant lui. Vous voyez? Maintenant, ça veut dire qu'il ne suffit pas de voir l'agresseur, il peut venir de partout. Je ne me sens pas être en sécurité, mais ce que je demande, que l'autorité puisse et que l'autorité aide tout le monde en cherchant vraiment des solutions afin que tout cela puisse être achevé. Franchement, me sentir en sécurité, je dirais non. Ok, je dirais non, parce que tout cela, si ça se passe, c'est qu'il y a on sent vraiment une absence des forces de l'ordre un peu partout dans les quartiers, d'accord, dans les zones urbaines. Et pourtant, les contribuables mettent la main à la poche pour que l'État assure leur sécurité, mais en vain. Agissant des moyens roulants pour la sécurité, les responsables de la police viennent de m'informer que pour ce qu'on appelait la DPCU de Niamey, il y a de cela 10 ans, ils disposaient uniquement de 3 véhicules. Aujourd'hui, ils disposent de 60 véhicules. Nous sommes à mesure, après des meurtres qui se sont passés dans la nuit et sur lesquels les indices sont parfois très ténus, la police judiciaire est en mesure de se projeter et faire en sorte que, à l'issue d'un travail qui peut prendre beaucoup de temps, ainsi qu'on vient de le constater pour les meurtres qui ont eu lieu au mois de juin et de juillet, faire en sorte qu'on mette la main sur les meurtriers. Cette situation désastreuse inquiète à plus d'un titre la société civile qui se demande alors où sont passés tous les moyens alloués à ce secteur. Le monde a constaté que l'insécurité va crescendo dans la ville de Niamey. Et apparemment, ça ne dit rien au pouvoir public parce que, quand même, le pouvoir a les moyens d'organiser quand même des patrouilles pour vraiment dissuader ces criminels à laisser les populations tranquilles. Nous sommes déjà pauvres, les gens gèrent la pauvreté déjà. Encore on les empêche de dormir. Mais il faut quand même, et surtout ces enfants quand même qui rentrent dans l'insécurité. On a égorgé par là, on a égorgé par ci. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le rebondissement de la criminalité de la capitale est la résultante d'un certain nombre de facteurs. La
La recrudescence de l'insécurité qui est actuellement observable au niveau de la ville de Niamey se justifie à travers l'urbanisation croissante que la ville de Niamey connaît actuellement. Pourquoi cette urbanisation? L'urbanisation renvoie à une certaine forme de volume d'habitants, mais en même temps de la densité des habitants. Et lorsque volume et densité sont présents, il va sans dire qu'on va assister au niveau des différents acteurs sociaux, notamment les individus qui vivent dans la ville de Niamey, à produire des stratégies chacun en ce qui le concerne pour survivre. Toutes les religions du monde condamnent fermement la criminalité. Le musulman en entier est interdit à l'endroit ou à l'égard de son prochain, son sang, de son âme, son bien et son honneur. Et de nos jours, ce qu'on constate, certes, ce sont des crimes organisés qui sont en train d'être faits ici à Niamey. Les attaques sont châtiées en islam par ce qu'on appelle dans la charia islamique le fait que la personne se présente devant un cadi et que ce cadi fasse en sorte qu'il fasse des investigations afin de pouvoir voir quel châtiment lui est réservé. La Bible condamne systématiquement les crimes, les violences de quelle que soit la cause. L'un des 10 commandements que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est « tu ne tueras point ». Et la Bible nous demande de rester tranquillement avec nos voisins, de nous aimer les uns les autres. Mais malheureusement aujourd'hui, ce qui est courant, c'est que malgré ces actes criminels, malgré ce banditisme ambiant, la population a l'impression que les bandits qui sont arrêtés, ils sont automatiquement relâchés. La population aussi a sa part de responsabilité dans cette situation, comme en atteste le gouverneur de la région. La population de Niamey ne collabore pas effectivement à la recherche et à la neutralisation de ces malfrats qui sont là parmi nous, que les gens voient, que les gens connaissent. Mais quelque part, ils ont peur, une peur bleue de les dénoncer à l'autorité. La personne humaine est sacrée. De ce fait, l'État a le devoir de la respecter et de la protéger, comme le stipule l'article 11 de la Constitution. L'État a aussi le devoir absolu de protéger tous ceux qui collaborent dans le démantèlement des groupes de malfrats, afin de lui éviter toute représailles.